Nous nous retrouvons pour parler politique. Il s'agit de voir la régence et en particulier le système de gouvernement qui a été mis en place par le régent et qui a fonctionné à peu près 3 années, entre 1715 et 1718, et que l'on a appelé la polysynodie. Polysynodie, c'est-à-dire plusieurs conseils, plusieurs synodes. Je vous indique tout de suite, car c'est la référence la plus importante, l'ouvrage de M. Dupillet, Alexandre. La régence absolue, Philippe d'Orléans et la polysynodie, 1715-1718. Un ouvrage qui est préfacé par Joël Cornette et qui est de très bonne valeur. La polysynodie, c'est le règne des conseils. Ils vont remplacer les secrétaires d'État, les ministres principaux qui assuraient le conseil d'en haut autour du roi et qui alimentaient, entretenaient une correspondance avec tous les intendants et représentants du roi dans les provinces. Ils sont remplacés par des conseils, une dizaine de conseils. Vous avez dû avoir, avec l'indication de cette conférence, les titulatures des différents conseils et leur composition. Nous connaissons bien tous les membres de ces conseils, présidents ou simples membres. Est-ce une restauration manquée? C'est la question. Est-ce que la polysynodie change le gouvernement de monarchique absolu en monarchique de conseil, de grand conseil? Pardon. Coronavirus. C'est là la question que nous allons essayer de résoudre dans cette petite exposé. Le régent, tout d'abord, c'est lui qui va être le grand acteur, celui qui met en place, qui organise cette polysynodie très rapidement après la mort de Louis XIV, en septembre, dans la première quinzaine de septembre. Vous avez un ouvrage intéressant aussi de Denis Reynaud et de Chantal Thomas, Le régent entre fable et histoire. Communication du CNRS. Denis Reynaud et Chantal Thomas sont les directeurs de cet ouvrage collectif. Nous allons d'abord parler de la régence et ensuite nous verrons comment le régent a conquis le pouvoir, comment ce pouvoir polysynodique a fonctionné et ensuite comment il a fini par être annulé finalement d'un trait de plume en septembre 1718. Parlons de Philippe d'Orléans tout d'abord, parlons de la régence, la trace que la régence de Philippe d'Orléans a laissée dans l'imaginaire, pourrait-on dire, dans la conscience des Français. La régence, quand on parle de la régence, quand on parle du style régence, on parle on sous-entend, on fait allusion à cette régence du début du XVIIIe siècle entre Louis XIV et Louis XV, et non pas d'une des autres 18 régences qu'il y a eu dans l'histoire de France. La régence est la 19e régence des Capétiens. Alors, cette régence, elle a été très rapidement étudiée. On a une histoire de la régence par Marmontel. Elle a été étudiée d'abord parce que vous savez que le XVIIIe siècle, c'est le siècle de l'histoire. Les Français raffolent de l'histoire. C'est une nouvelle discipline, d'ailleurs. Attendez, je ramasse quelque chose.
Pardon. C'est une nouvelle discipline que l'histoire enseignait à l'école à cette époque-là. Et donc, on fait l'histoire des événements, même les événements récents. Pourquoi s'est-on polarisé sur cette régence de Philippe d'Orléans et non pas sur l'une des autres régences de l'histoire de France? Car ça n'est pas, comme souvent les régences le sont, une parenthèse. C'est un changement de siècle. Nous passons de l'ère classique à l'ère des Lumières, du temps, de l'époque de Louis XIV à l'époque de Voltaire. Et donc le terme de régence, dans notre subconscient français, suggère l'opulence, le côté cossu. Vous avez ces cafés, ces bars, le régent. Cela souligne aussi une certaine simplicité, mais ça n'est pas le terme, une certaine délicatesse. Il y a le style classique de Louis XIV qui est assez pompeux. Ça n'est pas le cas de la Régence. C'est un style souple et gracieux, vous dira le dictionnaire Petit Robert. Trois sens du mot au fil des décennies vont s'imposer. Vers 1840-1841, quand on parlera de régence, on voudra plutôt désigner la corruption des mœurs, à l'image du régent qui est un roué, la rouérie. Il y a là un côté de malice, de calcul, la rouérie galante du régent, qui évidemment est un esprit très moderne dans le sens moral du terme, n'est-ce pas? Au début du XXe siècle, régence aura plutôt pris ce sens de guindé, suranné. Et puis, après 1960, c'est un mot qui a vieilli. Quelque chose de régent sent un petit peu la naphtaline. Voilà l'essence que donne le petit Robert historique pour qualifier ce terme de régence. Dans l'historiographie républicaine du XIXe siècle, la régence est stigmatisée. Elle est marquée d'un côté pessimiste. C'est un héritage des mémorialistes du XVIIIe siècle et en particulier d'un Montesquieu. Le régent, ayant bouleversé toutes les fortunes il y a 60 ans, a produit le même bouleversement dans les mœurs. C'est à cette époque qu'a commencé l'oubli des vertus domestiques. C'est ce que nous dit Sébastien Mercier dans son tableau de Paris qu'il fait paraître en 1780. Sébastien Mercier est une bonne référence pour connaître l'époque avec une certaine objectivité. Il décrit, n'est-ce pas? Le tableau de Paris, c'est une description de la société parisienne. Donc vous voyez ce jugement, le régent a bouleversé les fortunes, il a aussi bouleversé les mœurs. Ce jugement qui est très quasi contemporain, enfin qui est encore d'un contemporain des Lumières et d'un homme de l'Ancien Régime, ce jugement est assez juste, il faut le reconnaître. Alors, les Lumières, par ailleurs, sont favorables à la Régence. Sera mémorable à jamais dans l'histoire de la France, dit l'article Régence de l'Encyclopédie en 1750. Avec justesse, un littérateur de l'époque, un Crébillon, en 1746, remarque que la Régence a été une période d'assainissement financier et de départ, de décollage économique, certain, commercial en particulier. C'est vrai, c'est vrai. Donc c'est aussi un élément positif. Voltaire parle d'une nation plus commerçante et plus riche à cette époque avec la venue de la Régence.
Il reconnaît aussi, parce que c'est toujours un esprit un peu subtil, Voltaire, que c'était une orageuse, la plus orageuse des régences, que les finances ont été bouleversées, que la cupidité a été déchaînée, et il faut reconnaître qu'il y a un fond de vrai, une régence qui a été orageuse. Le mot est bien trouvé. Vous savez, un orage, ça fait du bruit, il y a des éclairs, il y a du vent, n'est-ce pas? Mais on ne peut pas dire que la régence a été violente, comme celle qui va suivre la régence de la minorité de Louis XIII ou la minorité de Louis XIV. La Fronde est violente, on s'affronte, on meurt. C'est un désordre universel, ça dure 5 années. Ça, c'est la régence de Louis XIII. La régence de Louis XIV, c'est un orage, beaucoup de bruit et peut-être un peu de pluie, quelques coups de tonnerre, rien de plus. De fait, le style régence prend vraiment son élan après la régence, à partir de 1731. Donc c'est Marivaux, c'est Manon Lescaut, Gilles Blas, n'est-ce pas? On peut dire que cet esprit de la régence, qui est finalement un esprit d'une royauté, enfin, une monarchie libérée, ouais, je pense qu'on pourrait dire ça. La régence, c'est l'époque d'une monarchie libérée. Avec tout un ensemble d'espérances, on pourrait dire, un nouveau monde où seront abolis les despotismes et les fanatismes, despotisme de l'absolutisme, fanatisme du catholicisme, et où les hommes enfin respirent après la fin d'un règne de Louis XIV suranné et intolérant, n'est-ce pas? Mais sans remettre en cause les grandes valeurs qui font la prospérité de la France, qui est la première nation en Europe. C'est ça la régence, c'est ça l'esprit régence. Et puis après viendront les temps de la tristesse, les temps des affrontements, les temps du jansénisme, n'est-ce pas, des temps jansénistes, plus exactement. Non pas du jansénisme, mais jansénistes avec haine et grincement de dents, pourrait-on dire. Voilà ce petit mot sur la régence. Un autre petit mot qu'il faut dire sur Philippe d'Orléans. Philippe d'Orléans, qui est l'homme qui fait renaître le véritable esprit de la nation. C'est là le jugement de Voltaire dans le précis du siècle de Louis XV, qui est un chapitre 3, qui est un écrit de 1769. L'homme qui fait renaître le véritable esprit de la nation. Philippe d'Orléans, dont le père est une doublure de Louis XIV, on va l'appeler Monsieur, le père de Philippe. Il est né en 1640, donc 2 ans après Louis XIV. Il mourra en 1701. Il n'a rien fait. Il a toujours été donc dans l'ombre du roi Soleil. Il est peu reluisant, on fait de lui une description qui est plutôt négative, maniéré, égoïste, vaniteux, coquet, bavard, médisant, insignifiant, la plus jolie créature de France, parce que c'est un bon poète, n'est-ce pas, et quelqu'un qui est effectivement est un grand soldat, avec un courage invincible. Donc probablement pas si nul que cela. Il a épousé la fille de l'électeur palatin, Charles-Louis, Élisabeth Charlotte, qu'on appellera la Palatine. La Palatine, mariage en 1671, qui est une femme un peu rustre, un peu rude plus exactement. Elle manie le pistolet et l'épée comme un homme. Elle est
tout à fait l'antithèse de cet homme raffiné que pourrait être Philippe d'Orléans, père de Philippe, et ils se sont très bien accordés. Bon, malheureusement, la Palatine a fini par jalouser la Maintenon, qui était très proche de Philippe d'Orléans, et puis Philippe d'Orléans s'est quand même laissé aller à avoir quelques mignons. En tout cas, ce ménage a pu avoir 3 enfants, Alexandre Louis, qui est mort à 3 ans, 1673-1676, et puis Philippe, le duc de Chartres, c'est là notre régent. Il est né le 2 août 1674. Duc de Chartres. Et il y aura une fille, Élisabeth Charlotte, que l'on appellera Mademoiselle de Chartres, qui va naître en 1676. Alors Philippe, cette fois-ci notre régent, Philippe, fils de Philippe, physiquement il est moche, il marche comme un canard, il est petite taille, il a un visage rouge, poil noir, il n'est pas très bon cavalier, et là il tranche par rapport aux autres Capétiens, par rapport à son père, par rapport à Louis XIV, Louis XV, qui étaient de grands soldats et de grands chasseurs. Il n'aime pas la chasse. Bon, ça ne l'empêche pas d'avoir été comme son père courageux à Nierwinden, mais ce qu'il n'a pas sur le plan physique, il l'a sur le plan intellectuel. Il a une mémoire d'éléphant, il est très éloquent, il a un esprit très clair, qu'il perdra d'ailleurs clarté d'esprit parce qu'il va brûler la chandelle par les 2 bouts, comme on dit. Et puis, c'est un homme qui a une grande habileté de répartie. C'est vraiment un homme de cour. Il est très cultivé, il aime les arts raffinés, il est donc l'homme du XVIIIe siècle, n'est-ce pas, cultivé à l'image de Louis XIV, de Louis XVI, il écrit la musique, il lit les philosophes, donc c'est une culture qu'on pourrait presque appeler une culture humaniste, hein. Mais c'est un roué, donc la rouérie, c'est-à-dire c'est un état d'esprit qui se complaît dans les affaires tordues. Il y a un côté de mensonge qui ne lui fait pas peur, mais à côté de ça, c'est pas le mensonge pour le mensonge, il n'est pas haineux, au contraire, ce sera un régent très aimable, très aimant presque, de tous les Français, quels qu'ils soient, quelle que soit leur confession, quelle que soit leur opinion politique. Non, c'est un homme qui est pragmatique, il est libertin, ne croit pas en Dieu, il ne pratique pas. À partir de 1717, il ne pratique plus. Il ne fait plus ses Pâques. C'est officiel. Et c'est mieux comme ça, c'est clair. Il est ouvertement athée. Il ne fait pas ses Pâques parce qu'il est ouvertement athée. Louis XIV ne faisait pas ses Pâques à cause de ses maîtresses. C'est la même chose pour Louis XV. Ce sont 2 états d'esprit tout à fait différents. Là, il y a une non-pratique, on pourrait dire, théologique, métaphysique. Il ne croit pas, Dieu n'existe pas, et il profite de la vie en conséquence. Louis XIV profite de la vie et de sa position finalement assez favorable pour toute conquête, quelle qu'elle soit, militaire ou féminine, mais il croit en Dieu, il dit son chapelet, il assiste à la messe tous les jours, et puis dès qu'il le pourra, quand il se sera un peu rangé, eh bien, il reviendra à une vraie pratique pascale et même une vraie pratique chrétienne. Non, c'est le premier homme d'État, le régent, qui est ouvertement athée, ouvertement non pratiquant. Il ouvre une longue série, n'est-ce pas, qui n'est pas encore clôturée. Alors, homme roué, pragmatique, libertin, il n'a pas d'amis. Il n'a pas d'amis, non pas parce qu'il n'est pas sympathique, mais parce que il n'a pas confiance dans l'être humain, il n'a aucune confiance en personne. Un seul, c'est Saint-Simon. Saint-Simon, qui vit comme un marginal à la cour, on a vu pourquoi, eh bien, va se rapprocher de Philippe d'Orléans, qui lui aussi vit comme un marginal à la cour, d'abord parce qu'il n'a pas d'amis, et ensuite parce qu'il a cette mauvaise réputation morale, et donc on lui prête toutes sortes de vices, la magie, la sorcellerie, maniant
les poisons, s'il le faut, pour éliminer des gêneurs. C'est faux, c'est faux. J'en ai pas allé jusque-là. On grossit tout de suite, on tombe dans les excès. C'est évidemment un homme qui n'est pas fréquentable, mais ça n'est pas un criminel. Pour résumer, on dira que c'est un homme de coterie et de cercle et de petits groupes. C'est comme ça, c'est grâce à ça qu'il va prendre le pouvoir. Ça n'est pas un homme de cour. D'ailleurs, la première chose qu'il fait, c'est de mettre une croix sur Versailles. La cour, le château de Versailles, est fermé durant tout le temps de la Régence et on se replie à Paris. Le Palais Royal, c'est le lieu, le nouveau lieu de la cour de France, c'est la cour du Régent. Quant à Louis XV, il va être envoyé à Vincennes, en dehors donc, et ça c'est un très bon calcul de la part du Régent, en dehors de toute influence, quelle qu'elle soit. Bon, il est tout petit, il a 5 ans, mais surtout en dehors de toute, tout coup tordu, de toute mauvaise réputation qui pourrait rejaillir sur le roi. Le roi est beau comme l'amour, c'est Louis le bien-aimé, et il le restera comme cela pendant un quart de siècle. Parce qu'il a été préservé. Et puis il est mis à Vincennes aussi parce que l'air est frais, l'air est bon, et il a une petite santé, et donc il faut prendre soin de cette petite santé de Louis XV. Philippe d'Orléans est un Bourbon. Il a un grand respect pour le roi, n'est-ce pas? Même si le roi l'appelle mon oncle. Et avec lui, avec ce caractère Bourbon, il y a l'amour du peuple, il y a la majesté native. C'est un homme qui est travailleur, très régulièrement, moins que Louis XIV, mais Louis XIV, personne ne pourra le dépasser dans ce registre-là. C'est vraiment un homme d'État qui, malgré cela, a des défauts. Fond d'irrésolution, le mépris du prochain, il fait attention cependant à l'opinion publique. Mais l'opinion publique, ce n'est pas le prochain. L'opinion publique, c'est la rumeur. C'est quelque chose d'artificiel, mais dont il sent bien que c'est un pouvoir qui peut devenir contre-pouvoir. Donc il faut vraiment en être maître. C'est un homme qui est démesuré dans ses actes et dans ses propos, donc il travaille le jour et il vit la nuit, et donc il va mourir d'une crise d'apoplexie de façon brutale, sans recevoir les sacrements, sans aucun signe de repentance et de conversion. Il n'a pas le temps. Et ça, c'est dû à sa démesure dans l'usage des biens de ce monde. Sensualité, donc, pour terminer, il est, nous dit Louis XIV, le fanfaron des vices. Et je crois que c'est même le fanfaron de tous les vices. Bon, il a quand même contracté mariage avec Mademoiselle de Blois. Mademoiselle de Blois est une bâtarde, fille de Louis XIV et de la Montespan, qui est une femme décalée, n'est-ce pas, en partie hystérique, racoleuse, dans une vie morale anormale, et puis en même temps très dévote, hein, donc alliant les contraires en elle-même, n'est-ce pas? Bon, c'est pas avec ça que le duc d'Orléans aurait pu progresser moralement et spirituellement, et donc il va collectionner, à côté de Mademoiselle de Blois, un nombre impressionnant de maîtresses. Il a été éduqué par un précepteur dont il faut dire 2 mots, parce que c'est un prêtre qui va être fait cardinal par le régent, Guillaume du Bois. Guillaume du Bois a favorisé, alors c'est la grande époque des précepteurs, hein, la grande époque des collèges, c'est le XVIIe siècle, la grande époque des précepteurs, c'est le XVIIIe siècle. Il y a une grande demande de précepteurs, toute famille bourgeoise, noble, un peu aisée, veut des précepteurs pour chacun de ses enfants, donc il faut s'inventer des précepteurs. Il y a beaucoup de précepteurs qui n'ont ni le talent ni la moralité pour élever les enfants, manifestement, il faut le reconnaître, de l'élite française. Et nous avons toujours peut-être là
mettons peut-être le doigt sur une raison de la décomposition de cette élite au XVIIIe siècle. Mais Guillaume Dubois a favorisé le penchant du régent pour la géographie et pour les sciences, donc une éducation tout à fait nouvelle, moderne, et il est lui-même absolument infréquentable. Et il mourra d'ailleurs lui aussi prématurément à cause de cette vie anormale. Mais donc il aura eu le temps d'initier le régent à cette rouerie, et le régent est bien l'élève du précepteur et on pourrait dire le disciple fidèle de ce maître. Bon, par ailleurs, ce régent est un homme, comme je vous disais, qui n'est pas un méchant homme. Donc, nous sommes loin des froids dictateurs d'aujourd'hui, des froids présidents, des statisticiens. Hein. Nous ne sommes pas à cette époque, dans une époque soit d'idéologie à laquelle on sacrifie le bien de tout le monde, le bien commun, donc la dictature du XXe siècle, soit de ces technocrates qui ne savent pas gouverner, qui n'ont rien à faire des hommes, qui manient des chiffres et des colonnes, n'est-ce pas, des colonnes de statistiques. Alors, on colporte plusieurs bons mots du régent, donc Marmontel dans son Histoire de la Régence, Gauthier d'Agoty dans la Galerie française de 1770. Voilà. C'est le siècle des bons mots, dit Montesquieu, le siècle des bons mots. Voilà. Nous avons par exemple, je vous rapporte juste cette histoire que l'on trouve chez Saint-Simon, il y a un projet de duel entre le comte de Bavière et le duc de Richelieu, duc de Richelieu qui est un noble fougueux, aventureux, représente bien, n'est-ce pas, la noblesse de cour de cette époque-là, très indiscipliné sur le plan moral, bien sûr, toujours, n'est-ce pas, mais alors pour le coup, pas du tout un croyant ou autre, hein, mais vraiment des gens qui vivent à l'aventure. Donc, pour une bagatelle, le duc de Richelieu et le comte de Bavière ont l'intention de se battre en duel, vous savez que c'est formellement interdit. Alors, le régent les envoya chercher, prit leur parole, et leur déclara que s'ils y manquaient, donc prit leur parole de s'engager de ne pas se battre en duel, et il leur déclara que s'ils y manquaient, ils ne les manqueraient pas. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et la chose finit ainsi. Bon, un homme qui n'est pas compliqué, c'est entendu, mais un homme qui va se faire respecter. Le régent a cette qualité d'être, pas par formation, mais plutôt par pratique, par vie antérieure, quelqu'un de secret. Secret absolu que Dubois lui a inculqué. Son père, peut-être déjà, lui avait un peu parlé de ça. Et puis donc cette disgrâce qu'il a tenue en marge de la cour de 1709 à 1715, c'est-à-dire durant les 6 dernières années du règne de Louis XIV. Donc c'est un homme, le régent, qui est inconnu, ou plus exactement mal connu, pas apprécié, et en même temps un homme nouveau, un homme qui n'a rien fait sous Louis XIV, qui a été vraiment vierge de tout engagement politique ou religieux, a fortiori. Alors voilà le personnage qui se présente à nous, sans préparation politique, un homme de coterie. Donc il va préparer ses pions, on pourrait dire, et les avancer ensuite habilement, avec un côté attentiste, il se débarrassera
de tous les malchanceux de la fin du règne de Louis XIV, Pontchartrain, Desmarets, Nicolas Desmarets, le contrôleur général, Pontchartrain, le chancelier. Ils ont été liés à l'affaire de guerre de succession d'Espagne, qui bien sûr est très impopulaire, qui laisse 1,2 milliard de dettes là en 1715. Donc nous sommes vraiment en présence d'une situation publique très grave, n'est-ce pas? Alors ces gens-là, évidemment, ne peuvent pas prétendre passer dans le gouvernement successeur. Mais par ailleurs, il va tenter de faire un gouvernement d'union nationale. C'est tout à fait anachronique ce que je dis. Et c'est ça, la polysynodie. Quelles sont les idées qui président à cette polysynodie? Ça n'est pas quelque chose de totalement nouveau. La polysynodie, on en parle déjà. On en parle déjà sous Louis XIV. De la part des hommes d'État, donc Pontchartrain, Philippe Hureau de l'Hôpital, Alexandre de Harlay, Saint-Simon, Fénelon, les tables de Chaulnes. On a vu cette opposition, on pourrait dire traditionnelle. Donc, ça n'est pas propre à la Régence. Ça n'est pas une invention de la Régence que le gouvernement par multiples conseils. Cela a eu l'intérêt de l'oreille de Louis XIV. Pourquoi? Parce que l'État se développe d'une façon extrême et dans cette situation, la capacité personnelle, individuelle des hommes de gouvernement ne suffit plus. Et Louis XIV voit bien cela. Et donc, il faut étoffer l'État, il faut étoffer le gouvernement central. Comment le faire si ce n'est qu'en remplaçant les hommes par des conseils, par des hommes multiples? De fait, ce sera cela, la polysynodie. Les conseils qui vont être mis en place par le régent entre le 2 et le 15 septembre, ce sont des conseils d'administration qui vont se charger de régler la marche quotidienne d'affaires de plus en plus nombreuses. Ce ne sont pas des conseils de gouvernement comme l'est le conseil d'en haut. Ce ne sont pas des conseils de grande mesure. C'est le conseil de régence qui va se charger des décisions et qui va être le seul décisionnaire. Les autres conseils vont préparer le travail de ce conseil de régence. Et au sein du conseil de régence, c'est surtout Philippe d'Orléans. Alors, comment se met en place concrètement cette régence? L'origine de la régence, eh bien, de la polysynodie, de la régence, qui est plus précis, il faut la chercher dans le fonctionnement collégial de certains conseils. Le conseil privé, par exemple, demandait la pluralité des voix pour la décision à prendre. Vous aviez, surtout au sein du contrôle général, de multiples départements de finances, avec plusieurs intendants, ces intendants formant un conseil qui se réunissait tous les jours. Il y avait des commissions extraordinaires. Le bureau des vivres pour les fournitures militaires en 1710, le conseil des prises, qui lui remonte à Richelieu, prise de guerre, prise maritime, le conseil du commerce
qui est le dernier conseil qui a été décrété par un arrêt en finance le 29 juin 1700. Ce conseil de commerce regroupe 19 membres, dont 13 font partie des villes marchandes. Donc, la pratique de conseil était déjà largement répandue au sein du gouvernement. Comment s'est-elle imposée pour devenir la forme même du gouvernement? C'est la journée du 2 septembre 1715 qui est décisive. Louis XIV était conscient que la régence serait inévitable, il était trop âgé, et Louis XV était trop jeune. Il ne pourrait sûrement pas vivre encore 10 ans. Donc, conscient de ces désordres, voyant donc les forces, on pourrait dire, tapis dans l'ombre, prêts à saisir une toute ou partie du pouvoir dès que le roi aurait disparu, jansénistes, parlement, gallicans, tout cela plus ou moins coalisé, Philippe V qui, d'Espagne, avait avancé ses intérêts, en particulier Cellamare avait déjà sondé les hommes principaux de l'État XIVien pour préparer un éventuel retour de Philippe V. Il savait que son testament, quoi qu'il prévoie, serait cassé de toute façon. Il est donc conscient au printemps 1715 qu'il doit préparer une régence et que cette régence doit être la plus simple, on pourrait dire, possible. C'est pour cela qu'il va se rapprocher de Philippe d'Orléans. Dès qu'il est atteint de la gangrène et qu'il sent donc ses forces décroître rapidement, il met en ordre ses affaires, et là il a le temps pour cela. Il n'est pas atteint de la variole comme Philippe V, comme Louis XV, ce qui empêchera, n'est-ce pas, finalement, de préparer une passation de pouvoir sereine avec Louis XVI. Non, Louis XIV a ce temps devant lui. Il va faire venir Philippe d'Orléans, lui confier le dauphin. C'est là une décision du 25 août 1715 pour qu'il confie le dauphin à Philippe d'Orléans. C'est qu'il a confiance en lui. Bien qu'il l'ait tenu à l'écart résolument du pouvoir et qu'il n'ait pas une bonne opinion de lui sur le plan moral. Voisin va lire le testament et les codicilles, plus exactement, que le roi Louis XIV a ajouté au testament. C'est le 25. Le 26 août, Louis XIV fait Philippe d'Orléans régent et il lui confie les deux bâtards principaux qu'il a légitimés, Maine et Toulouse, avec le secret espoir, qui sera d'ailleurs déçu, de maintenir cette lignée au sein de la Maison de France. Cette action de Louis XIV est très importante parce qu'elle légitime Philippe d'Orléans devant les autres. Et donc, va assurer tous les ralliements des hommes d'État que sont Desmarets, Pontchartrain, le maréchal de Villars, Villeroy, Voisin. Donc, de ce côté-là, le gouvernement de Louis XIV est acquis à Philippe d'Orléans. Par ailleurs, il faut quand même prendre le pouvoir, et il le dira d'ailleurs, le bon droit a besoin d'aide, et
Philippe d'Orléans n'hésite pas à se faire aider d'un groupe d'amis influents, Beson, Effiat, Noailles, le président de Maison, comme une maison d'ailleurs, mais qui mourra avant la mort de Louis XIV, le 15 août 1715. Donc il fait une espèce de petite... il constitue une espèce de petite maison. Oui, je prends même nom, n'est-ce pas, que ce président du Parlement, entre l'été 1714 et l'été 1715. Un cercle d'aristocrates, donc ça c'est pour les hommes de gouvernement, c'est les hommes du Parlement aussi, un cercle d'aristocrates qui sont favorables au gouvernement par grand conseil va aussi assister le régent, le futur régent. Donc on les connaît, Fénelon, Bourgogne, Saint-Simon, donc certains sont morts, et puis Saint-Simon surtout est encore vivant et il a fait partie, n'est-ce pas, de ce milieu aux idées réformistes. Mais on peut ajouter aussi l'abbé de Saint-Pierre, Boulainvilliers, Noailles. Donc il y a plusieurs groupes qui sont déjà favorables à Philippe d'Orléans au sein du gouvernement ou proches du gouvernement. Et puis ensuite, il va s'assurer des ralliements par motifs divers. Par exemple, Joly de Fleury et d'Aguesseau, qui sont donc les hommes du Parlement, procureurs du Parlement, vont être dans la main du régent par gallicanisme, n'est-ce pas, le régent, qui n'est pas un foudre de guerre religieuse, vous le voyez, va basculer cette politique de Louis XIV, qui est quand même très favorable à Rome, il va la basculer dans un sens qui sera beaucoup plus gallican, et ça plaît aux parlementaires français. Villars, le maréchal de Villars, bon, va être, pour obtenir des places, n'est-ce pas, va se rallier à Philippe d'Orléans. C'est peut-être le plus intéressé, le seul même peut-être intéressé. Et puis les mécontents de Louis XIV. Donc, comme je vous disais, le régent étant un homme neuf, eh bien, on va se tourner vers lui de façon assez confiante, si on peut s'exprimer ainsi. Voilà. Tout le monde, noble d'épée, noble de robe, grande bourgeoisie d'affaires, peut se retrouver dans le clan de Philippe d'Orléans.